Tout a commencé par une fuite. Pas un communiqué de presse, pas une rumeur. Une note scellée marquée confidentielle. Pour les yeux du FMI, uniquement glissée par erreur dans la mauvaise boîte de réception. Une seule ligne, enfouie dans 27 pages, suffisait à ébranler le monde. Le pacte aurifère de plusieurs milliards conclu par Oman avec le Burkina Faso risque de provoquer l'effondrement de l'influence occidentale au Sahel. Tangyen, cette note n'était jamais destinée à être lue en dehors du cercle fermé des banquiers de Washington, Paris et Bruxelles. Pourtant, en quelques heures, elle circulait déjà dans les réseaux parallèles, de Doha à Lagos. Et à l'aube, les murmures atteignirent Ouagadougou. L'homme tenant le document divulgué n'était pas un simple fonctionnaire. C'était le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qu'il voyait dépassait un accord économique. C'était un verdict sur la souveraineté elle-même. La note détaillait les craintes occidentales dans un jargon froidement technique, nationalisme des ressources en accélération, États africains exigeant le raffinage sur leur sol, menace stratégique pour les réserves d'or françaises, risque de fracture du régime de conditionnalité du FMI. Dépouillé de son langage, le message était limpide. Si le Burkina Faso réussit, l'ancien ordre s'effondre. Mais derrière ces lignes se cachait un avertissement. Washington ne resterait pas les bras croisés, Paris ne pardonnerait pas, Bruxelles n'oublierait pas, et déjà des téléphones muets sonnaient. Lobbyistes, PDG miniers, sociétés de sécurité privée. Tous posaient la même question, comment arrêter cela avant que ça ne devienne une contagion ? Traoré se renversa dans son fauteuil. L'accord aurifère avec Oman n'était pas de simples chiffres couchés sur du papier. C'était de l'oxygène, c'était de la nourriture, c'était des écoles, c'était des emplois. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso ne tendait pas la main pour mendier. Il négociait en position de force. Mais la force est dangereuse. La force attire des ennemis. Et dans la lumière blafarde de ce matin-là, Traoré comprit, la bataille avait déjà commencé. La fuite était l'étincelle. La tempête arrivait. Et il y avait une chose que la note du FMI n'avait pas prévue, l'homme qui la détenait n'était pas du genre à plier le genou. Si un rapport divulgué peut suffire à faire trembler Washington et Paris, manquerez-vous la prochaine vérité ? Aimez, partagez et abonnez-vous dès maintenant, car la prochaine révélera ce que 99% du monde ignore encore. L'accord n'était pas né du jour au lendemain. Il était le fruit de plusieurs années. Mais le monde ne le remarqua qu'une fois à l'encre sèche. À huis clos à Mascate, les responsables du Fonds souverain d'Oman rencontrèrent discrètement les émissaires de Ouagadougou. Pas de médias, pas de consultants occidentaux. Ni Paris, ni Washington, ni Bruxelles. Juste l'Afrique et le Golfe, face à face. La structure était radicale. Pas de charité, pas de prêt. Une coentreprise. Pour la première fois de l'histoire moderne, une nation sahélienne signait un accord sur les ressources sans céder sa propriété. Le Burkina Faso ne louait pas ses veines d'or, il codétenait la mine. Des actions, des voix, des droits de gestion, le type de langage que le FMI détestait, le type de structure que la Banque mondiale redoutait. Et cela ne s'arrêtait pas alors. Oman s'engageait à investir des milliards dans l'agriculture, l'irrigation, la mécanisation, les usines de transformation, des rizières là où il n'y avait que sécheresse, des silos à grains là où il n'y avait que faim. Pour les Burkinabés, c'était plus qu'un investissement. C'était la survie devenue souveraineté. Une chance de nourrir leur peuple sans attendre des cargaisons humanitaires liées à la dette. Pour Oman, le calcul était différent. L'État du Golfe avait besoin de sécurité alimentaire, de nouveaux marchés, d'alliés au-delà du pétrole. Et l'Afrique s'élevait jeune, impatiente, ambitieuse. Mais pour les capitales occidentales, c'était tout autre chose. Un virus d'autodétermination. Un modèle qui, s'il était imité par le Niger, le Mali, le Tchad ou le Congo, détricoterait des décennies de contrôle. Plus de dépendance à l'aide, plus de dictats du FMI, plus de flux d'or français s'écoulant en silence vers Paris. Voilà pourquoi la fuite comptait. Car enfoui dans ces graphiques économiques secs, il y avait une vérité indéniable. Le Burkina Faso avait brisé le scénario. Et l'ancien empire le savait. Parce que si l'or pouvait être partagé, le riz cultivé et les infrastructures bâties sans tampon occidental, qu'allait-il se passer ensuite ? La réponse les terrifiait. Si vous pensez que ceci n'est pas seulement un raisonnement logique, mais un manifeste africain, laissez vos commentaires. Le courage de Traoré est-il la voix de tout un continent ? À peine l'encre avait-elle séché que les représailles commençaient.
D'abord vinrent les murmures. Des rapports de think tank à Washington, des éditoriaux à Paris, des gros titres à Londres. Le Burkina Faso risque la ruine économique. L'accord avec Oman déstabilise le Sahel. Puis vint la pression. Des envoyés du FMI arrivèrent avec des conseils amicaux. Des responsables de la Banque mondiale exigèrent une restructuration. Bruxelles laissa entendre des sanctions. Derrière les mots polis, un seul ordre, annuler l'accord. Mais Traoré ne broncha pas. Il ordonna à ses ministres d'aller de l'avant. La construction de la raffinerie démarra. Les canaux d'irrigation furent tracés. Le recrutement d'unités locales de sécurité aurifères s'ouvrit. Les rouages de la souveraineté étaient déjà en marche. C'est alors que les attaques changèrent de terrain. Des salles de conseil aux ruelles sombres. Soudain, les médias occidentaux accusèrent le Burkina Faso de corruption. Des sondages fuités présentaient Traoré comme instable. Des bots inondèrent les réseaux sociaux de faux scandales. Et dans les provinces du Nord, des cargaisons suspectes d'armes furent interceptées et étiquetées « aide humanitaire ». Ce n'était pas une coïncidence. La déstabilisation avait commencé. Et l'Occident avait déjà fait cela. En Libye, en Irak, au Congo. Toujours le même schéma. Salir, isoler, briser. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le peuple n'y crut pas. Quand CNN appela Traoré un populiste militaire, les étudiants de Ouagadougou éclatèrent de rire. Ils couvrirent les murs d'affiches. S'ils le craignent tant, c'est qu'il a raison. Quand des experts français prédirent la famine, les paysans répliquèrent « Nous nous nourrirons nous-mêmes ». La résistance n'était plus seulement politique, elle était culturelle. Populaire, elle se propageait comme un feu de brousse. Si vous croyez que ces attaques ne sont qu'un écran de fumée, commentez maintenant. Traoré ne se bat pas seulement pour le Burkina Faso, il se bat pour l'Afrique. Êtes-vous avec lui? À la fin de cette semaine-là, une chose était claire. Le Burkina Faso n'était plus seulement un pays avec un contrat. C'était un symbole. Et les symboles sont dangereux. Car une fois qu'une idée est là, on ne peut pas la bombarder, on ne peut pas la sanctionner, on ne peut pas l'enterrer. L'Occident l'avait compris trop tard. Et il prépara alors quelque chose de plus sombre. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue. La campagne de diffamation échoua. Les menaces de sanctions s'enlisèrent. Alors le manuel changea. À la tombée de la nuit, les satellites encerclaient déjà. Américains, Français, Européens. Chaque mouvement autour des mines d'or, chaque cargaison de machines, chaque convoi de tracteurs Harry, tout était suivi, tout était noté. À Ouagadougou, des visages étranges commencèrent à apparaître. Des hommes sans uniforme, mais à la posture militaire. Des contractants, des mercenaires. Les mêmes noms chuchotés en Irak, en Libye, au Mali. Sauf que cette fois, leurs bottes foulaient le sol burkinabé. Le FMI resserra son étau, les aides furent retardées, les prévisions monétaires annonçaient le désastre, les médias occidentaux se mirent à chanter en chœur « Le Burkina Faso court vers la famine, Traoré mène son pays au chaos ». Mais à l'intérieur de la capitale, la réalité était tout autre. Les marchés restaient ouverts. Les paysans acclamaient la vue des nouvelles pompes d'irrigation. Les jeunes faisaient la queue pour s'entraîner à protéger les convois d'or. Et à travers l'Afrique, un nouveau récit se répandait. Si le Burkina peut dire non, pourquoi pas nous? Voilà le vrai danger. Pas l'or, pas le riz. Mais l'idée. Alors Washington redoubla d'efforts. Des équipes de la CIA apparurent à la frontière ghanéenne. Des drones de surveillance français survolèrent en cercle plus serré. Les fils d'actualité s'embrasèrent de hashtags traitant Traoré d'inapte, instable, dangereux. C'était un changement de régime version 2 déguisé en souci humanitaire. Pourtant, Traoré resta ferme. En direct à la télévision, avec le drapeau burkinabé derrière lui, il déclara « Ils veulent nos mines, ils veulent nos champs, ils veulent notre avenir, mais nous n'échangerons pas notre honneur contre leur peur. Nous ne plierons pas devant leurs menaces. » La foule rugit. Les tambours grondèrent. À travers le Sahel, les radios répétèrent encore et encore « Nous ne plierons pas ». Si cette phrase résonne en vous, laissez un commentaire. Choisissez-vous de rester détendu sous la pression ou de rester debout comme Traoré? Aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de l'histoire. Mais alors que ces mots faisaient naître l'espoir, des nuages plus sombres s'amoncelaient. Du Mali arriva un message chiffré. Du Niger, un avertissement. De Guinée, une promesse. Il n'était plus en marge. Si le Burkina était assiégé, l'assaut serait partagé. Il pensait que le Burkina Faso était seul. Il se trompait.
3 avions militaires atterrirent à Ouagadougou sous le soleil brûlant du Sahel. Pas de drapeau, pas de fanfare, juste des moteurs silencieux et des bottes lourdes. Du Mali vint le colonel Assimi Goïta, calme, solide, forgé par des années de guerre. Du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, le feu dans les yeux, l'acier dans la voix. De Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, grand, imperturbable, sans excuse. Ils entrèrent dans le palais côte à côte. Pas de diplomates, pas de lobbyistes, pas de parrains étrangers. Juste des frères. Et lorsqu'ils en ressortirent, ils se tinrent avec Traoré devant les caméras, épaule contre épaule, uniforme contre uniforme. Une phrase résonna à travers l'Afrique: « Si vous touchez au Burkina Faso, vous nous touchez tous. » Le continent trembla. Ce n'était plus la défiance d'une seule nation. C'était une doctrine, un bouclier, une promesse gravée dans la pierre. Les foules éclatèrent de Bamako à Conakry. Des fresques murales apparurent du jour au lendemain, peintes à main nue, avec de l'espoir. Traoré brandissant haut le drapeau burkinabé, l'or scintillant à ses pieds. Les étudiants scandaient, les paysans marchaient. Les femmes apportaient de l'eau aux soldats qui gardaient les mines. Et le message était limpide. Le Burkina Faso n'était pas isolé. Le Burkina Faso montrait la voie. Dans les capitales occidentales, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Les notes stratégiques viraient au rouge. Bloc EES en formation. Contagion régionale imminente. Les dirigeants pétroliers s'affolaient. Les rapports de la CIA signalaient une solidarité sans précédent. L'ancien jeu divisé pour régner s'effondrait en temps réel. Si vous étiez un dirigeant africain sous cette pression, que choisiriez-vous? Céder pour rester en sécurité ou vous tenir aux côtés de Traoré pour gouverner debout? Laissez votre réponse en commentaire. Mais cette unité n'est qu'un commencement. Car dans l'ombre, 2 autres géants avancent aussi. Pas avec des ultimatums, pas avec des menaces, avec quelque chose de bien plus dangereux, du soutien, de la technologie, de l'argent et un message: vous n'êtes pas seul. L'Occident pensait que les lignes de front étaient tracées. L'AES d'un côté, Washington, Paris, Bruxelles de l'autre. Mais la géopolitique joue rarement selon des règles simples. 72 heures après la déclaration de l'AES, une délégation discrète atterrit à Ouagadougou. Pas de voitures blindées, pas d'équipe télévisée. Juste des ingénieurs, des économistes et une offre extraordinaire. La Chine, des plans pour une raffinerie conçue pour fonctionner en 90 jours. Un système commercial numérique adossé au yuan, contournant le dollar, contournant le franc CFA. Une technologie d'évaluation de l'or éliminant entièrement les banques occidentales. Le message était subtil mais tonitruant. Le Burkina Faso ne se contenterait plus de posséder son or. Il contrôlerait chaque étape de la chaîne de valeur. Puis vinrent les Russes. Un avion de transport militaire atterrissant sous haute sécurité. Des caisses marquées seulement de ces mots, des équipements de défense spécialisés. À l'intérieur, du matériel avancé de guerre électronique, des systèmes anti-drones, des communications cryptées. De quoi neutraliser les yeux occidentaux dans le ciel du Sahel. Ce n'était pas de la charité. C'était un partenariat. Calculé, stratégique, impitoyable. Puis oman redobla sa misa. Des milliards en équipements agricoles commencèrent à affluer. Des canaux d'irrigation creusés dans la terre aride. Des silos s'élevant dans des villages où autrefois les camions d'aide dictaient la survie. Une nation du Golfe jadis ignorée écrivait désormais son nom dans l'avenir de l'Afrique. Washington se figea, Paris paniqua. Le FMI rédigea des câbles d'urgence alertant d'un réalignement géopolitique. Mais sur le terrain, on dansait. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne suppliait pas. Elle négociait, non pas à genoux, mais debout. Si vous croyez que ce n'est pas seulement de la politique, mais l'éveil du continent, aimez, partagez et commentez. L'Afrique peut-elle écrire son propre destin? Mais le pouvoir attire le danger. Et plus le Burkina Faso accumule d'alliés, plus les couteaux s'aiguisent dans les arrière-salles de Washington. Car si l'or, le riz et la souveraineté ne suffisent pas à briser le scénario, Traoré a une dernière carte à jouer. Et elle le transformera de soldat en icône. Cette nuit-là, Ouagadougou ne dormit pas. Les tambours résonnaient, les drapeaux flottaient, des torches illuminaient les rues. L'air portait un seul mot: murmurer, crier, chanter, souveraineté. Sur la place de la capitale, Traoré monta sur l'estrade. Pas de médaille, pas de parade. Seulement le drapeau burkinabé derrière lui et la bannière de l'AES cousue de sueur et de sacrifice.
Sa voix fendit le silence. Pendant des générations, ils nous ont dit que nous étions trop faibles, trop pauvres, trop divisés. Ils nous ont dit que nous avions besoin de leurs banques, de leurs armées, de leur charité. Mais ce soir, nous leur prouvons qu'ils avaient tort. Ce soir, nous parlons d'une seule voix. L'Afrique décidera de son propre avenir. La foule rougit. De Bamako à Niamey, de Conakry à Dakar, on écoutait à la radio, sur les téléphones portables. Les pêcheurs suspendirent leurs filets, les paysans laissèrent tomber leurs outils. Les enfants restèrent bouche bée, assis auprès de leurs aînés. Ce n'était pas seulement un discours, c'était une déclaration. La naissance d'un mouvement. Les médias occidentaux tentèrent de le déformer. Populisme, nationalisme dangereux, suicide économique. Mais les Africains rirent, car ils voyaient de leurs propres yeux des champs ensemencés, des mines sécurisées, des écoles financées par leurs propres ressources. Dans les jours qui suivirent, des fresques couvrirent les murs du Sahel. Traoré debout, l'or scintillant sous ses pieds, un bouclier de frères à ses côtés. Les étudiants écrivaient son nom à la craie sur les portes de classe. Les femmes défilaient avec des slogans peints sur des étoffes. Notre terre, notre travail, notre avenir. Il n'était plus seulement un capitaine, plus seulement un président. Il était devenu un symbole. Un slogan vivant. Une âme pour un continent longtemps privé de la sienne. Et alors vint la phrase que l'histoire n'oubliera pas. Ceci concerne l'âme de l'Afrique. Et je préfère mourir debout que de plier le genou. Silence, puis le tonnerre. Une explosion de voix, de tambours, d'acclamations, de larmes. Un serment porté au-delà des frontières. Un feu qu'aucune sanction ne pourrait éteindre. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, aimez, commentez et abonnez-vous. Ceci n'est pas seulement une histoire, c'est un moment. C'est notre temps, ensemble, pour garder la flamme vivante.